Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans l'entretien. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Mathias Leboeuf. Vous êtes journaliste et avant cela, vous êtes philosophe. Alors, la philosophie, pour le commun des mortels, ça peut paraître comme une discipline réservée à une certaine catégorie de la population qui a du temps pour le faire. Comment est-ce que vous voyez la philosophie et à quoi elle peut bien servir aujourd'hui? Alors, il y a trois questions. Il y a à quoi elle sert, enfin, à quoi elle sert aujourd'hui, à qui elle est réservée, et le temps pour arriver à en faire. À quoi sert la philosophie et à quoi elle sert aujourd'hui? C'est amusant parce que, en fait, depuis la naissance de la philosophie avec Socrate, c'est-à-dire grosso modo 2500 ans, 5e siècle avant Jésus-Christ, on se demande à quoi sert la philosophie. Quelle est l'utilité de la philosophie? Et c'est une spécificité de la philosophie, parce que finalement, on ne se demande pas à quoi sert l'histoire, on ne se demande pas à quoi sert la psychologie. Parce qu'on a des réponses. À quoi sert la sociologie. La philosophie a cette particularité qu'elle a ce que j'appellerais moi une identité, mais sans identification. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se redéfinir en permanence. Ouais. Si on prend l'histoire de la philosophie, on s'apercevra que les définitions de la philosophie varient quasiment avec chaque philosophe. Ouais. Ce qui fait qu'il y a une espèce de nuage, une espèce de brume, et on se demande justement à quoi sert la philosophie. Et pourtant, c'est une discipline qui existe toujours, et qui est toujours vivace, qui interroge toujours, et qui est toujours au cœur de la cité. Ça, c'est la première chose. À quoi elle sert, cette philosophie? J'ai envie de dire, déjà, suivant les définitions qu'on prendra, on aura des réponses différentes. Suivant si vous prenez la définition canonique, philosophée, c'est l'amour de la sagesse, la recherche de la sagesse. Première définition. Autre définition socratique, donnée donc par Socrate, puis reprise par Montaigne à la Renaissance. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Autre définition. Et puis, si on prend parmi les modernes, Wittgenstein, la philosophie sert à la clarification logique de la pensée. Wow, pas très sexy. C'est déjà plus compliqué. Ouais. Voilà. Et Gilles Deleuze, par exemple, qui dit « philosopher, c'est créer des concepts ». Alors, reste à savoir pourquoi. Quel est le dénominateur commun de tout ça? C'est pas évident de le trouver. Apprendre à vivre. Alors voilà, je crois que... Sénèque. Apprendre à vivre, Sénèque, effectivement. Je crois que si on veut résumer, philosopher, c'est, bien évidemment, c'est penser à sa vie, et c'est surtout tenter deux choses. L'ambition du philosophe, elle est double, c'est d'être libre et heureux. Et les deux sont toujours connexes. On n'est jamais totalement libre quand on n'est pas heureux, parce qu'on est prisonnier du malheur, et on n'est jamais totalement heureux quand on n'est pas libre. Alors là, c'est un projet politique. Ouais, J'ai l'impression que là, vous militez, vous seriez un militant de la société de consommation. C'est-à-dire il faut être libre, limite libre seul, et heureux, avoir le pouvoir de consommer. Être heureux, ce n'est pas forcément avoir le pouvoir de consommer. Au contraire, ça peut être même s'en affranchir. C'est-à-dire qu'il y a une autre logique très forte qui contribue à l'identité, justement, de la philosophie, cette logique de liberté, d'affranchissement. C'est pour ça que vous évoquiez Sénèque. Les stoïciens faisaient le partage entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce dont il faut s'affranchir et ce dont on ne peut pas s'affranchir. La société de consommation, finalement, est-ce que c'est vraiment une liberté? Ça, c'est une question philosophique. Est-ce qu'on n'est pas tributaire des marques, des téléphones? Est-ce que ça nous rend vraiment heureux? Voilà les questions que pose la philosophie. La philosophie, finalement, à travers ces questions, parce que, in fine, la philosophie pose plus de questions. Et à chacun sa réponse. À chacun sa réponse, oui et non. Ouais. C'est-à-dire qu'à chacun sa réponse, sauf qu'on n'a jamais raison tout seul. Et la philosophie passe toujours par l'autre. Vous parliez de projets politiques. La philosophie est politique, est éminemment politique. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle naît au moment de l'avènement et de la naissance de la démocratie. Et elle pose trois questions principales. Ces trois questions sont des questions de rapport. Quel est le meilleur rapport de moi avec moi-même? Comment je vais me définir? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux? Première chose.
Ça, c'est tout ce qu'on pourrait appeler, c'est tout ce que Michel Foucault appelait le souci de soi. Prendre soin de soi, s'occuper de soi. Première chose. Après, le rapport de soi aux autres. Le rapport de soi aux autres, c'est quoi? Quel est le meilleur rapport que je vais entretenir avec les autres? C'est la question de l'amour. Comment je vais m'agencer à l'autre? Est-ce que je reste seul? Est-ce que je ne reste pas seul? Est-ce que j'épouse Germaine ou est-ce que j'épouse Suzanne? Est-ce que je dois rester avec ma femme ou est-ce que je dois divorcer? Quel est le meilleur rapport dans un couple? Est-ce qu'il faut être un peu distant? Le rapport à l'autre, l'amour, et la question du désir, la question de l'amitié aussi. Avec qui je suis ami? Pourquoi je suis? Qu'est-ce qu'un ami? Le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. Pourquoi je suis ami avec un tel et pas avec un tel? Alors, comment vous définissez justement le mot sagesse? Alors, la sagesse, c'est très compliqué à définir et je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous paraître un peu une pirouette, mais qui n'en est pas une. C'est que finalement, le philosophe, c'est celui qui désire la sagesse. Mais si le philosophe désire la sagesse, c'est qu'il n'est pas sage. Le philosophe se définit beaucoup plus par le désir. C'est un désirant, le philosophe. C'est celui qui cherche, qui est en quête. Donc ce n'est pas un sage, ce n'est pas forcément un sage. Le philosophe n'est pas un sage. D'accord. C'est un désirant. Et ça, c'est pas Matthias Leboeuf qui le dit, c'est Platon dans le Théétète. C'est-à-dire que dans le Théétète, le portrait qui est fait par Diotime c'est pas dans le Théétète d'ailleurs, c'est dans le Banquet, qui est fait par Diotime d'Éros se confond avec celui de Socrate. Le désir, c'est quoi? Le désir principal, c'est celui, encore une fois, d'être pleinement vivant, de ne pas passer à côté de sa vie. J'évoquais tout à l'heure la définition de la philosophie, qui était « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Qu'est-ce que c'est apprendre à mourir? C'est se souvenir qu'on est mortel. C'est se souvenir qu'on ne fait que passer. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on prend conscience que le temps passe, qu'il passe irréversiblement et qu'on ne peut pas revenir sur ce temps, à partir juste de ce moment-là se pose la question de savoir comment l'utiliser au mieux. Comment je vais utiliser au mieux le temps qui m'est imparti? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il y a quelque chose de très religieux là-dedans. Les prophètes, les messagers avaient le même message. Alors, je ne sais pas s'ils avaient le même message. Nous sommes des mortels. Ouais. Comment user au mieux du temps qui m'est imparti? Ils ont les mêmes problématiques. Ouais. Ils ont les mêmes problématiques. C'est vrai que, de toute façon, ce qui est commun et conjoint entre la philosophie, d'une part, et la religion, d'autre part, c'est l'homme, la destinée de l'homme, et bien sûr, la direction de la vie de l'homme. Après, je crois qu'il y a des oppositions ou il y a des divergences très fortes. C'est peut-être à la mort que ça s'arrête, justement. En religion, il y a une vie après la mort. Chez les philosophes, on sait pas. Ça. Chez les philosophes, il y a des philosophes croyants, il y a des philosophes athées. Et le philosophe, j'ai envie de dire, c'est celui qui s'occupe d'ici-bas. Après, est-ce que, par définition, les logiques, pour moi, ne sont pas forcément opposées, elles sont complémentaires. J'ai envie de dire que la logique profonde de la religion, c'est d'appeler à croire. C'est la croyance. La logique profonde de la philosophie, c'est d'appeler à douter. Le philosophe, le premier outil du philosophe, c'est le doute. L'étonnement, le doute et la critique. Mais le doute, c'est vraiment l'outil majeur du philosophe. Le philosophe, il utilise le doute. Pourquoi? Pour tout remettre en cause. Rien n'est évident. Rien ne va de soi. Ah bon, mais pourquoi? Pourquoi c'est toi qui présentes cette émission et pas moi? Pourquoi on est en monarchie et non pas en démocratie? Pourquoi tu serais mon ami et pas un tel? Qu'est-ce qui vaut la peine, justement, d'être choisi et d'être vécu? C'est ça qui est extrêmement important en philosophie. C'est arriver à discriminer, alors, on ne veut pas avoir de réponse, on veut juste poser les clés. Si, bien sûr. Ouais. On a des réponses, il y a les questions. Bien évidemment que toute l'histoire de la philosophie, finalement, c'est l'ensemble des réponses que les philosophes ont apportées à ces questions qu'ils ont posées. Mais s'il y a des réponses, il n'y a pas de solution.
Il y a chacun sa solution. Chacun, finalement, le but final, c'est quoi la sagesse? Vous me demandiez tout à l'heure ce que c'était que la sagesse. La sagesse, le sage, c'est celui qui arrive finalement à être heureux. Oui. Qui arrive à la plénitude, à la béatitude, comme dit Sénèque ou Spinoza. Alors là, sur la question du bonheur, le bonheur, c'est c'est un oxymore philosophique. Parce que d'une certaine façon, la question est universelle. Tout le monde se demande ce que c'est qu'être heureux, comment on peut y arriver, et les réponses sont singulières. Pourquoi les réponses sont singulières? Parce que les réponses sont travaillées par le désir de chacun. On ne veut pas tous être la même chose, on n'a pas tous envie d'être la même chose, on n'a pas tous les mêmes réponses. Je prends un exemple très concret, très pratique, parce que la philosophie, c'est justement très concret, très pratique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Pour certains, le bonheur, c'est la famille. La famille, moi, je trouve mon bonheur dans la famille. Ouais. Pour d'autres, la famille, c'est l'enfer. Ça va être l'horreur. Pour certains, le bonheur, c'est les voyages. Il y a des gens qui vont dire, moi, je suis heureux que quand je voyage. Pour d'autres, au contraire, le bonheur, ça va être chez eux. Et là, qui a raison? Personne. D'accord. C'est le désir profond de chacun, d'une certaine façon. Il n'y a pas de solution à ça. D'accord. Alors, moi, j'ai été personnellement davantage attiré par la philosophie des anciens, ce qu'on appelle les anciens, avec un A majuscule, hein, les gréco-romains, par exemple. L'Antiquité. Oui. L'Antiquité, davantage que celle des modernes, davantage que celle des Allemands. Trouvant chez les anciens ce côté, justement, vous venez de dire le mot pratique, une philosophie qui aide à vivre sur le terrain, au marché, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, alors que j'ai trouvé chez les Allemands beaucoup de... Enfin, on aime se lire, on aime s'écouter. Vous faites cette même différence? Alors oui, il y a des traditions et des fractures très fortes. Là, vous pointez une fracture entre, d'une part, toute une tradition qui est pratique et pragmatique de la philosophie, et puis d'autre part, et les Allemands en sont l'illustration, une tradition spéculative. Les Allemands, et en Occident, à un moment donné, effectivement, la pensée allemande a dominé, mais c'est à relativiser, parce que par exemple en France, c'est pas que cette tradition-là. En France, on a une tradition très politique. Toute la philosophie des Lumières, c'est très pragmatique et très concret, par exemple. Les Allemands sont à la fois systématiques, on englobe tout, on produit un système dans lequel on va tout faire rentrer et tout doit coïncider. Et puis, c'est très métaphysique. Hegel, par exemple, Kant pose la question de la métaphysique également. L'autre tradition, qui est de la tradition donc pratique ou pragmatique, est à la fois antique, effectivement, particulièrement romaine, les stoïciens, les épicuriens, mais c'est aussi, par exemple, la tradition anglo-saxonne. Les anglo-saxons sont très pragmatiques. Ouais. Alors, ça... C'est pareil, on verse. Moi, pour ma part, je suis plutôt effectivement un philosophe pratique et pragmatique. Et d'ailleurs, dans mon usage de la philosophie, j'ai un usage très pratique et très concret de la philosophie. Alors, vous enseignez? Oui, j'enseigne, mais j'enseigne dans le cadre de l'université permanente de la ville de Paris, qui est une université populaire. C'est-à-dire que c'est une université qui s'adresse en l'occurrence à des seniors, mais qui est une université de non-spécialistes. De gens lambda. Il y a qui s'inscrivent, qui s'assoient, qui prennent des notes, qui prennent des notes, et puis qui discutent aussi après, parce que c'est ça aussi, on échange des idées. Et donc la philosophie a cette vocation normalement de s'adresser à tous et de ne pas être mais c'est ça le problème, justement. Si vous prenez les anciens, prenez Socrate, mais on pourrait multiplier les exemples. Socrate, c'est qui? C'est ce type qui descend dans la rue, qui va au marché, qui rencontre les gens de la société civile, c'est-à-dire les marchands, les militaires, les stratèges, les politiques, et qui leur dit « T'es qui? T'es quoi? Tu crois en quoi? Quelles sont tes valeurs? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu crois que tu es meilleur qu'un autre pour être juge ?» Comment on arrive à discriminer justement le fait que ce soit toi qui sois juge et pas un autre? En quoi tu crois? Pourquoi tu crois ce que tu crois?
Ça, c'est très important. Le ressort de la philosophie, c'est l'argumentation. Je prends souvent cet exemple. Si vous regardez un tableau et que vous me dites, ce tableau, ça c'est moche, Ouais. ou ça c'est beau. Là, on n'a pas commencé à philosopher. En revanche, si vous me dites, ce tableau, je le trouve moche parce que, et que vous développez, commence à philosopher, là, d'accord. on commence à Donc on est dans l'argumentation. l'argument, donc dans Ok. l'échange. Ouais, ouais. L'argumentation, Ouais. ça permet deux choses. Ça permet de sortir de l'argument d'autorité. Et le philosophe a un problème avec l'autorité, à commencer par l'argument d'autorité. Et puis ça permet de rencontrer l'autre, de D'accord. discuter avec lui. Alors, le philosophe, face à cette agressivité qu'on sent dans la société, quel est comment il voit ça? Et qu'est-ce que la philosophie peut apporter? Ce que la philosophie peut apporter, c'est une très bonne question parce que ça ramène à la racine de l'activité philosophique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est à la fois particulièrement violent, particulièrement rapide aussi, et ça peut détruire et déstabiliser les individus, c'est-à-dire que ça ne permet pas toujours à tout un chacun, à tout le monde, de s'y retrouver. On est paumé. Complètement. On est affaibli, Voilà. dénaturé. Et à partir du moment où on est paumé, affaibli, dénaturé, on risque de tomber, c'est-à-dire de passer sous l'autorité de gens qui vont vous diriger, voilà. Ouais. Donc de ne pas vivre sa propre vie. Je crois que la pensée, et en particulier la philosophie, permettent justement d'absorber cette violence. Penser, c'est s'abstraire, c'est essayer. Pourquoi on pense? Pourquoi on crée des concepts? Pourquoi on produit de la théorie? C'est vrai pour les philosophes, mais c'est vrai aussi pour les psychologues, pour les sociologues. Pourquoi on produit de la théorie? Ben justement pour comprendre le monde. Et pour comprendre le monde, c'est-à-dire pour en absorber la violence, pour pouvoir naviguer, pour pouvoir trouver le meilleur rapport. C'est comme de la boxe. Faites de la boxe. Moi, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la philosophie et de la boxe. J'ai appris dans les deux. La première chose qu'on fait en boxe, c'est trouver la bonne distance, la bonne allonge. Est-ce que je vais... Selon que l'adversaire est grand ou ou petit. s'il a des bras longs Ouais, tout à fait. ou non, Ouais. il faut arriver à trouver la bonne distance. Et ben, en philosophie, c'est pareil. Quelle est la bonne distance que je vais trouver? Est-ce que je vais plonger dans le monde et au risque de m'y perdre? Est-ce que je vais vivre en ermite? Les gens sont des cons, il n'y a plus de jeunesse, les valeurs se perdent, je me retranche. Ouais. Ou est-ce que je vais être dans une position intermédiaire et essayer de naviguer, voilà. Bon, ça c'est une question de distance, de rapport. Quel est le meilleur rapport? Et là, pareil, les réponses sont à chacun sa réponse. Il n'y a pas de solution unique et universelle. Penser, ça permet aussi justement d'arriver à modéliser pour absorber, encore une fois, cette violence. Mais j'ai envie de dire, la vie est violence, dès le départ. Biologiquement d'ailleurs, D'accord. Ouais. la vie c'est une tension, c'est une violence. Penser la violence, ça permet quoi? Ça permet, j'en reviens à l'idée de tout à l'heure, c'est pas penser la violence pour s'en protéger, ça peut être le cas, c'est penser la violence pour pouvoir continuer à vivre pleinement. Penser le monde pour pouvoir s'y insérer. Donc si je reprends votre image du boxeur, c'est penser la violence pour apprendre à recevoir les coups en ayant le moins mal possible. Exactement. Exactement. Il y a un philosophe qui s'appelle Pierre Zawi, qui a écrit un livre qui s'appelle La traversée des catastrophes. Et La traversée des catastrophes, c'est un livre sur la maladie. C'est un très bon livre. La traversée des catastrophes, c'est une espèce de métaphore de la vie. Finalement, quand vous êtes vivant, vous allez, et si vous vivez longtemps, j'allais dire, si vous vivez longtemps, vous allez avoir la chance de traverser des catastrophes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous vivez longtemps, plus, bien sûr, vous allez connaître des déceptions. Ouais. Vous allez connaître des maladies. Ouais. Vous allez connaître des deuils, à Ouais, commencer par les deuils de vos parents, de vos proches. Et ça, c'est inévitable. Ouais. Et ça, il faut le traverser. Et il faut le traverser sans se faire démolir, Ouais. sans se faire déglinguer.
par la violence des catastrophes et la violence du temps qui passe. Comment arriver à surmonter le temps qui passe? Parce qu'il y a ça aussi qu'on prend en pleine figure. On vieillit, c'est pas évident à assumer pour tout le monde. La meilleure façon de l'assumer, c'est de vivre pleinement. La pire angoisse du philosophe, c'est quoi? C'est pas de mourir, c'est de passer à côté de sa vie. C'est de mal vivre, alors. De ne pas être pleinement vivant, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il n'y a rien de pire que de se réveiller à 50, 70 ans et de se dire merde, j'ai pas vécu ma vie. J'ai pas vécu, d'accord. Ouais. Alors, comment les philosophes pensent Dieu? Puisqu'ils pensent beaucoup, hein, on vous entend. Comment pensent-ils Dieu? Alors, la question de Dieu, c'est la... Les croyants, allez. Les philosophes les athées, croyants. les croyants d'ailleurs, parce que les athées aussi ont... Oui, les athées. La question de Dieu et derrière la transcendance, là, c'est pareil. Dieu, c'est la question de la métaphysique. C'est est-ce qu'il y a un au-delà? Et si oui, est-ce que cet au-delà est dirigé, organisé, et comment il peut être organisé? À travers l'histoire de la philosophie, il y a eu des tas de réponses. Et il y a eu des tas de réponses souvent très, très originales. D'une certaine façon, la philosophie cherche toujours à déplacer la question de Dieu, c'est-à-dire à avoir une réponse qui n'est pas une réponse religieuse. Je prends un exemple particulier. Pour Aristote, Dieu, le premier principe, c'est le premier moteur immobile. Ce qui est une formulation extrêmement poétique. Ce qui met tout en route, ce qui anime, c'est le premier moteur immobile. Et je disais ce qui anime, de anima. On est dans... Ce qui anime, c'est l'âme, justement. Mais l'âme, c'est aussi le désir. Il y a une espèce de fusion entre l'âme et le désir. Après, les réponses, suivant si vous avez des philosophes athées ou des philosophes croyants, et après des philosophes athées pragmatiques, des philosophes athées systématiques ou des philosophes croyants pragmatiques, des philosophes croyants spéculatifs ou idéalistes, vous avez des tas de réponses différentes. D'accord. Alors, moi, je crois qu'encore une fois, le philosophe, la vocation du philosophe, on va dire, c'est de se préoccuper de l'homme, la vocation socratique en tout cas, c'est de se préoccuper de l'homme et de sa vie. Ouais. Et puis l'au-delà fait son travail. Mais... Alors, sur la vie terrestre, comment les philosophes pensent-ils la sexualité? La sexualité, c'est la question du désir. Oui, justement. C'est la question du désir. Et il y a le désir sexuel, et puis il y a tous les autres désirs. Et la question du désir, c'est justement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de l'agencement à l'autre. Comment je vais m'agencer à l'autre? Qui vais-je élire comme élu de mon cœur? Par qui ai-je... Il y a la question de la séduction, qui est une question extrêmement compliquée. Qu'est-ce que la séduction? La question de la sexualité et du désir, ça renvoie aussi à la question de soi, de la qualité de soi. Après, il y a une tradition fondamentale sur la sexualité, c'est la tradition des passions, la question des passions. Les philosophes, pour répondre à votre question, envisagent la question de la sexualité souvent sous l'angle des passions. Et il faut bien reconnaître qu'à travers l'histoire de la philosophie, il y a une forme de condamnation des passions, de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance et après toute la période moderne. Pourquoi on condamne les passions? Il y a deux étapes. Lorsque la chrétienté prend le pas sur la philosophie, on condamne les passions parce que les passions, c'est mal. Donc on a une condamnation morale des passions. Mais à l'origine, la condamnation des passions par les philosophes antiques, justement, qu'ils soient grecs ou qu'ils soient romains, c'est pas parce que c'est mal, c'est parce que ça fait mal. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on condamne les passions parce que les passions, c'est ce qui nous met sous emprise. D'accord, mais il y a quelque chose d'intéressant dans votre démonstration, c'est que ça fait mal, c'est douloureux, mais ça donne la vie. La passion,
La passion, La d'ailleurs... sexualité donne la vie. Oui, alors, la sexualité, oui. La sexualité, pour vous répondre, si on parle de la sexualité, d'une certaine façon, la philosophie est une école du désir. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'elle devrait être une école du désir. C'est-à-dire qu'on est là, à la fois pour libérer les désirs, que ce soit les désirs purement sexuels, ça c'est Épicure, hein, par exemple, avec un hédonisme très fort. La question du plaisir est au centre de toutes les questions, justement, de philosophie antique. Donc, libérer les plaisirs, et en même temps, très vite, la question se pose de quels sont les désirs qui sont bons et quels sont les désirs qui sont toxiques. Épicure, par exemple. Épicure, ça fait mal. Quels sont les désirs qui sont toxiques comment arriver justement au bonheur à travers le plaisir. Épicure dit le début et la fin de la vie heureuse est donné par le plaisir, justement. Et notamment, bien sûr, la sexualité. Alors, parler du terrain, la philosophie dans les quartiers populaires. Ouais. On dirait qu'il y a une espèce de... Non, on n'entre pas là, c'est pas intéressant, c'est pas pour eux. Alors ça dépend de quel quartier vous Pour parlez. les classes sociales, disons, les moins favorisées, d'une manière générale. Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que la philosophie a eu tendance... Pardon, je finis juste pour vous donner un exemple concret. On enseigne la philosophie en classe de terminale, dans les lycées généraux. On ne l'enseigne pas, par exemple, dans les lycées professionnels. Ouais. Mais c'est une grosse erreur. Il y a quelque part là enfin, on ne regarde pas la chose peut-être pour de bonnes raisons, je ne sais pas. Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, effectivement, institutionnellement, la philosophie est cantonnée aux classes de terminale et après à l'université. Ça, c'est la première chose. On pourrait imaginer, d'ailleurs, qu'on puisse commencer à faire de la philosophie avec les enfants, même en primaire. Le juste, l'injuste, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Les enfants ont des réponses à ça. Ils ont des interrogations. Bien sûr. Donc, pourquoi la terminale? Non mais, Hamid, je peux peut-être le comprendre, hein, je vais me faire un peu l'avocat du méchant, mais oui, peut-être que quelqu'un qui veut faire de l'électricité, un métier noble, quelque chose dont on a besoin, il faut le former à être un super électricien. Peut-être pas forcément lui donner des heures de philosophie. Oui, sauf que l'électricien, c'est aussi un citoyen. Ça sera aussi un père de famille. Tout à fait. Ça sera aussi un homme dans la société. Et qu'il a besoin d'être outillé pour ça, pour rencontrer les autres, pour rencontrer le monde, pour naviguer dans le monde. Il ne sera pas qu'électricien. Il ne sera pas électricien H24. C'est ça. Et avec tout le monde. Il ne sera pas électricien tout le temps avec tout le monde. On touche l'identité sans identification. C'est-à-dire que moi, je suis toujours frappé de voir que quand on pose la question de l'identité, les gens ont toujours des identités fermées et pauvres. C'est-à-dire qu'ils disent « moi, je suis chrétien »,« moi, je suis de gauche »,« moi, je suis de droite ». Mais en fait, l'identité, elle est toujours multiple. On peut être chrétien de gauche, et puis, je ne sais pas, chrétien de gauche, et puis la sexualité, chrétien de gauche hétéro, chrétien de droite hétéro, musulman hétéro de gauche, musulman, voilà. Donc l'identité, c'est une mosaïque à l'intérieur même de soi. Bien sûr. Donc il ne faut jamais fermer son identité. Surtout aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Bien sûr, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup d'identités fermées. Donc votre électricien, bien sûr qu'il sera électricien. Et pour le coup, la philosophie sera certainement de peu d'utilité pour son travail d'électricien. Encore qu'on peut trouver des applications. Mais elle lui sera utile par ailleurs. Dans son rapport aux autres, dans son rapport à lui-même. D'accord. Il est électricien, mais est-ce qu'il est heureux d'être électricien? Première question. Il est électricien, il doit travailler avec les autres. Comment il s'agence aux autres? Comment il supporte les autres avec qui il travaille? Où est-ce qu'il trouve son bonheur? Tout ça, c'est des questions à la fois philosophiques et extrêmement pratiques. Alors, pour revenir sur votre question des quartiers populaires, la philosophie s'est enfermée, effectivement, historiquement, dans un enseignement institutionnel. Dans l'école et l'université. Et c'est appauvri, en fait. Voilà, elle s'est asphyxiée là-dessus. C'est très intéressant de discuter sur la notion d'éducation chez Aristote pendant des colloques, pendant des heures ou 500 pages. Mais c'est dommage parce que ça, non seulement
ça appauvrit la philosophie et la philosophie peut avoir des choses à apporter. J'en reviens à l'université permanente de la ville de Paris. Moi, je peux vous dire que les gens qui sont là sont des gens de tout horizon, comment dire, professionnel, de tout niveau de culture. D'accord. Voilà. Et ça se passe très très bien. Mais alors, le philosophe, est-ce qu'il apprend à supporter le monde, je reprends votre terme, supporter le monde ou à changer le monde? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il faut changer le monde ou est-ce qu'il faut apprendre à le supporter pour être plus heureux? Ben, c'est les deux. C'est les deux. Apprendre à le supporter, c'est déjà apprendre à ne pas le subir. C'est-à-dire qu'apprendre à le supporter, c'est trouver le meilleur agencement possible. Trouver le meilleur agencement possible, encore une fois, avec soi. Il y a des gens, par exemple, qui ne se supportent pas, qui n'arrivent pas à se supporter eux-mêmes. Il y a des gens qui ne supportent pas les autres. Donc, déjà, arriver à s'agencer ou à supporter soit les autres, le monde, et à trouver sa place, c'est déjà le premier enjeu. Après, justement, il y a pourquoi les choses sont comme ça et pourquoi elles ne sont pas autrement. Et pourquoi on ne pourrait pas les changer. D'accord. Et là, c'est le deuxième temps, c'est agir. J'ai envie de dire, après la réflexion, l'action. D'accord, voilà. Et les deux s'alimentent. Hein. Très bien. Les deux s'alimentent. Bien sûr que, notamment quand on est dans une logique pragmatique, la philosophie débouche sur des changements, et des changements concrets, des changements de vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau interpersonnel, je pense à l'amour ou à l'amitié, ou au niveau politique. Vous vivez avec quelqu'un que vous n'aimez plus. Comment faire? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce que je passe à côté de ma vie et de mon désir et de ma sexualité? Est-ce que j'ai une sexualité parallèle ou est-ce que je n'ai pas de sexualité parallèle? Est-ce que je vais blesser la personne en la quittant ou est-ce que je vais pas la blesser? Comment je fais? Ça, voilà, très concrètement, est-ce que je trouve un agencement? Est-ce que cet agencement est un arrangement? Est-ce qu'il faut s'arranger d'eux? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas se résigner? Voilà les questions qui sont posées par les philosophes. Merci Mathias Leboeuf, merci pour toutes ces questions et ces réponses que vous nous avez apportées. Merci à vous apportées. Nader. À bientôt pour un autre numéro de l'entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.